Hello. Welcome back to everybody. It is time to restart the second part of the meeting with the first mathematical talk. So it will be given by Professor El-Mufadal Ben Yacoub from the University of Tétouan in Morocco, and his talk will be about homophysicity of modules and rings. Alors, au début, je tiens vivement à remercier les organisateurs de m'avoir invité à cette grandiose conférence. Je les remercie car il s'agit d'un hommage d'un grand homme et d'un grand mathématicien. Il s'agit d'un grand homme, on a vu les témoignages des différents intervenants tout à l'heure. Grand mathématicien, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Je remercie M. Daouda Sangaré qui a commencé mon exposé. Il m'a aidé pour l'introduction qu'il a donnée concernant le thème de recherche de notre cher collègue Mamadou Sangaré. Bien. Cet exposé, je vais essayer, il est assez long, mais je vais essayer de résumer au maximum. Il s'agit d'une introduction générale du thème de M. Mamadou Sangaré, quelques généralités, des exemples et des contre-exemples. On va parler de la homophysicité et l'hérédité par passage au sous-module et au module quotient. On va parler aussi de la relation entre la homophysicité et l'endomorphisme. On va parler aussi de la homophysicité et la propriété de Hilbert, la homophysicité et l'extension matricielle, et la homophysicité et la propriété de Hopfings-Levitsky. Alors, l'étude des modules à travers l'endomorphisme, c'est un sujet qui a intéressé beaucoup de mathématiciens. Et jusqu'à maintenant, c'est un thème qui est d'actualité et très intéressant. Alors, par exemple, comme il a expliqué tout à l'heure M. Daouda Sangaré, à partir du théorème de Rond, c'est-à-dire qu'il caractérise la structure des espaces vecteurs de dimension finie à travers les applications linéaires. Un espace vectoriel de dimension finie, c'est seulement si toute application linéaire surjective est bijective. Si et seulement si toute application linéaire injective est bijective. Juste ce résultat de niveau de MP1, M. Qaïdi et M. Sangaré, ils se sont proposés d'étudier ce résultat-là dans un cadre plus général des modules sur un anneau commutatif. Alors les résultats étaient, c'est-à-dire ne sont pas nombreux. Par exemple, ici je cite quelques résultats. Celui qui existe avant que Sangaré commence à travailler ou bien à formuler ce thème. Alors, il y avait des résultats concernant la théorie des groupes abéliens, ce sont des Z-modules. Il y a un résultat de Bémont en 1945, il y a un résultat de Hill, Mejiben en 1966, il y a un résultat de Crowley en 1969. Pour les modules sur un anneau commutatif, il y avait un résultat de Stroker en 1966,
il y a aussi deux résultats en 1969 et 1970 de Vasconcelos. Et enfin, vers 1969, comme il a indiqué tout à l'heure M. Sangaré, il y avait deux résultats de Reibambouin. Le premier, il dit que si M est un module notarial, alors tout endomorphisme surjectif de M est automatiquement bijectif. En parallèle, si M est un module artinien, tout endomorphisme injectif est automatiquement bijectif. Ce sont deux résultats de Reibambouin. Alors, au début des années 80, comme il a indiqué tout à l'heure M. Sangaré, le Qaïdi et Mamadou Sangaré ont introduit les notions de S-module et I-module. S-module, ce sont les modules tels que tout endomorphisme surjectif est automatiquement bijectif. Les I-ANO, ce sont les modules tels que tout endomorphisme injectif est automatiquement bijectif. Et ils ont aussi introduit les modules de fitting qui sont en relation avec ces deux notions, c'est-à-dire les modules tels que pour tout endomorphisme F, il existe un N tel que M est la somme directe de l'image de Fn plus ker de Fn. Je dis bien qu'avant 1981-82, les nombres de résultats ne dépassent pas les doigts de la main. Alors, Sangaré, il a ouvert tout un chantier. Maintenant, on est à plus de 250 articles concernant ce sujet. Et le sujet est encore ouvert sur dans plusieurs directions et par plusieurs équipes de recherche, comme on va voir tout à l'heure. Alors, en 1986, Hérimat, il a changé un peu la définition de S-ANO et il a donné une autre définition, ce qu'on appelle aujourd'hui les modules OFIA. Les modules OFIA, c'est exactement ce qu'il a appelé Qaïdi et Rodriguez, les S-ANO. Pourquoi ceci? Pour être adéquate avec une définition qui existe déjà pour les groupes commutatifs, qui a été donnée par Boomslag en 1963. Donc, la définition du module OFIA a été introduite par Hérimat en 1986, donc juste une année après la soutenance de la thèse de troisième cycle de M. Sangaré. Alors, 4 années plus tard, en 1990, Varadarajan, il a introduit la notion dual de OFIA, qui est exactement la définition des I-modules, qui a été introduite par Sangaré. Bien. Donc, il s'agit là d'un sujet de recherche où différentes directions sont abordées, les catégories du groupe apiliaire, les anneaux, les modules, les espaces topologiques. Le sujet, il a intéressé plusieurs équipes à travers le monde. Alors, dans ce travail que je vais exposer maintenant, alors je vais essayer de donner un survey sur les derniers résultats ou bien les résultats qui ont apparu ultérieurement sur une partie qui utilise les conditions de chaîne ascendantes et les conditions de chaîne descendantes. Alors, avant ceci, je vais introduire quelques notions qui existent dans la littérature. Toujours dans tout cet exposé, je vais considérer A un anneau. Je vais considérer A un anneau associatif, M un module à droite et S l'anneau des endomorphismes de M. Alors, on dit que M vérifie la condition C2 si, une fois que le noyau de F est facteur direct de M, alors l'image de F est facteur direct de M. La notion duale de celle-ci, on dit que M vérifie la condition des deux si l'image de F est facteur direct de M, implique que ker de F est facteur direct de M, et ceci pour toute F appartiennent à S. Alors, une généralisation de cette condition, c'est la condition GC2. Alors, la condition GC2, elle a été introduite autrement.
par Heidegger et Osgan, ils ont défini ça, c'est le module semi-ophien. Et tellement le sujet, il a occupé plusieurs équipes de recherche et plusieurs chercheurs, dans la littérature, on trouve deux notions de module semi-ophien et semi-ophien, et aucune des définitions n'a rien à voir avec l'autre. C'est pour cela, dans cet exposé, je vais noter la définition de semi-ophien et semi-ophien au sens de Heidegger et Osgan. Je vais la noter GC2 et JD2. GC2, c'est-à-dire qui généralise C2, c'est-à-dire l'image de F est facteur de règle de M pour tout endomorphisme F. Et JD2, c'est-à-dire le noyau de F est facteur de règle de M pour tout épimorphisme F appartient à S. Et je vais garder la définition de semi-ophien et semi-ophien pour une autre définition que je vais introduire tout à l'heure. Un module M est dit morphique si et seulement si il vérifie le dual du troisième théorème d'isomorphisme. C'est-à-dire si M sur l'image de F, quotienté par le quotient de M par l'image de F, est isomorphe au noyau de F pour toute F appartient à S. Il est dit pimorphique si pour toute F, il existe un certain N tel que l'image M quotienté par l'image de Fn est isomorphe à ker de Fn. Bien. Alors ici, quelques définitions qui sont très récentes, introduites par Qaidi, Hmeimou et Esperanza. Il s'agit des modules fortement ophiens, fortement coophiens et de fitting. Les modèles fortement ophiens, ce sont les modules. Alors ici, pourquoi cette définition? Car lorsque Ray Bambouin a montré que tout module notérien, pour un modèle notérien, tout endomorphisme surjectif et bijectif, il n'a pas utilisé la définition de notarialité, mais il a utilisé juste que la suite ker de F, la suite ker de Fn, ker de Fn au carré, ker de Fn au 3 est stationnaire. Donc il n'a pas utilisé toute la notion de notorialité. Même chose, lorsqu'il a montré que un module artinien il est coophiant, il a utilisé juste que la suite image de F qui contient image de Fn, etc. est stationnaire. Donc le Qaidi il a introduit quels sont les modules qui vérifient juste ces deux propriétés. C'est-à-dire, on dit qu'un module est fortement ophien si cette condition de chaîne pour les noyaux est stationnaire. Il est dit fortement coophiant si cette suite décroissante des images est stationnaire. Et il a introduit ici, et ils ont montré, que M est un modèle de fitting, si et seulement si il est fortement ophien et fortement coophiant. 3 ans plus tard, le Qaidi il a pensé c'est-à-dire à réduire cette propriété-là. Si on donne ker de M par rapport à S, c'est l'ensemble des noyaux de F lorsque F décrit S. Et si on note l'image de M indice S, c'est l'ensemble des images. Il a introduit la notion de module endonotérien si et seulement si cet ensemble-là vérifie la condition de chaîne ascendante. Et il est endo-artinien si cet ensemble-là vérifie la condition de condition de chaîne descendante. Et il a introduit une notion nouvelle qui est fortement fitting si il est endonotérien et endo-artinien. Alors, maintenant, je reviens sur la définition de semi-ophien et semi-ophien au sens de Deviani, Hazard et Mahafi. Lorsque, dans le cas particulier, OA est un anneau commutatif, alors, on dit qu'un module vérifie la propriété SSH s'il vérifie la condition de chaîne ascendante, la condition de chaîne descendante sur le noyau de Fn, mais seulement pour les F qui appartiennent à R. R, c'est quoi? C'est l'ensemble des endomorphismes de multiplication, c'est-à-dire les opérateurs de multiplication à droite. C'est-à-dire la même définition de tout à l'heure de fortement ophien, mais restreinte seulement à l'anneau R, le sous-anneau R de S. Et là, introduit la notion de SSCH, si et seulement si on a la condition de chaîne descendante pour les images de Fn, juste pour les F qui appartiennent à R.
Alors, Diviani, Hazard et Maafi, ils ont introduit maintenant une autre définition de semi-ophia qui n'a rien à voir avec la condition GC2, c'est-à-dire M est dit semi-ophia si tout épimorphisme de F est bijectif. C'est pas tout épimorphisme pour tout élément F de R. C'est-à-dire c'est la même définition de la ophicité, mais restreinte au cas où F appartient à R. Alors, tout ça, je peux le schématiser dans la figure suivante. Voilà. Ribambouin, il a montré que tout anneau notérien, il est ophien. Entre les deux, on trouve la définition que je donne tout à l'heure, endonotérien et endo-artinien. En parallèle, A et artinien, Ribambouin, il a montré qu'il est co-ophien. Alors, entre ces deux-là, on retrouve la définition de module endonotérien est fortement co-ophien. Fortement co-ophien, c'est facile de voir qu'il implique SSCH. Fortement ophien implique SSH. SSH implique semi-ophien. Ophien implique semi-ophien avec la définition que j'ai introduite tout à l'heure. Ici, co-ophien implique semi-co-ophien. Ophien implique ophien généralisé. Qu'est-ce que ça veut dire ophien généralisé? C'est-à-dire, pour tout endomorphisme de M surjectif, le noyau est superflu. Pour ophien, le noyau égale à 0. Maintenant, pour le noyau, il est superflu. Et faiblement ophien, c'est-à-dire, c'est le module tel que tout endomorphisme, tout épimorphisme qui a un noyau superflu est automatiquement bijectif. Et si je regroupe ces deux notions, on retrouve la notion du module ophien, c'est-à-dire un module qui est faiblement ophien et ophien généralisé, automatiquement il est ophien. En parallèle, donc ici vous voyez, donc toute étude faite pour les modules ophiens, on fait le dual pour le module co-ophien. Alors ici on a la définition de module co-ophien généralisé. Co-ophien généralisé, c'est-à-dire une fois qu'on a un endomorphisme injectif avec l'image, c'est-à-dire l'image, avec l'image, c'est-à-dire, j'ai oublié le mot, je vais essayer de le récupérer, avec l'image dense dans M, alors automatiquement F est injective. Même chose, la notion de module faiblement co-ophien, c'est-à-dire pour tout endomorphisme pour tout endomorphisme injectif qui a l'image dense dans M, automatiquement elle est injective. Alors ici, si je regroupe tout ça avec les définitions que j'ai introduites tout à l'heure, on retrouve que la condition C2 implique la condition GC2. Et GC2, c'est le pont entre la partie supérieure qui est un peu homologique et la partie intérieure qui utilise juste généralisation de ophia et co-ophia et la partie inférieure qui est basée sur les conditions de chaîne ascendante et les conditions de chaîne descendante. La condition D2 implique GC2, ophia implique GD2, ophia implique GD2 aussi. Alors, entre les CD2 et GD2, on trouve les modules endo-réguliers. Endo-réguliers, c'est-à-dire les modules tels que S, c'est-à-dire l'anneau d'endomorphisme de M, est régulier au sens de von Neumann. Bien sûr, cette catégorie, ou il y a cette classe, contient les endo-unités réguliers, il implique les morphiques, les morphiques impliquent les épimorphiques, et là, les épimorphiques, ils se trouvent entre. Ce sont des exemples des modules qui sont à la fois ophiens et co-ophiens. Alors là, on peut, à partir des définitions précédentes, on peut caractériser le module ophien et le module co-ophien avec les conditions de chaîne ascendante et les conditions de chaîne descendante. Alors là, si je note épique de M, c'est l'ensemble des endomorphismes de S qui sont surjectifs. Et si je note monique de M, l'ensemble des endomorphismes qui sont injectifs,
alors on a l'équivalence entre M, un module hopfien, et que M vérifie la condition de chaîne ascendante pour les Fn seulement pour F surjective. C'est équivalent aussi que on a la condition de chaîne, alors ici c'est la condition de chaîne ascendante, et cette condition de chaîne est ascendante pour les Fn qui sont des surjectives. Et là aussi, pour relier les deux parties du diagramme de tout à l'heure, M est hopfien si et seulement si n'importe quelle F surjective, elle est morphique. C'est-à-dire M sur l'image de F est isomorphe à Ker de F. De la même façon, on peut caractériser les modules coeffients en fonction des conditions de chaîne. M et les coeffients si et seulement si la chaîne descendante des images de Fn est stationnaire pour les F qui sont injectives, si et seulement si, c'est-à-dire la condition de chaîne descendante pour les images de Fi est stationnaire pour toutes F, pour les Fn qui sont injectives, et si et seulement si F est morphique pour toute F qui est injective. Alors, le schéma de tout à l'heure, elle est intéressante dans le sens de voir des exemples. Alors ici, dans ce schéma-là, il y a une trentaine de publications dans la littérature, et dans chaque publication, on répète les mêmes exemples. Alors là, on peut voir que si M est notérien, alors automatiquement, M, il suit tout ce parcours, c'est-à-dire toute cette partie-là, c'est-à-dire M vérifie toutes ces propriétés-là. Et même, elle vérifie la condition d'Edkin fini. Un anneau A et d'Edkin fini, c'est une fois qu'on a A fois B égale à 1, automatique alors, B fois A égale à N. Et la notion d'Edkin fini, c'est une extension des modules coeffients à travers les modules fortement coeffients, et c'est une extension des modules hopfiens à travers les modules hopfiens généralisés. Donc, c'est une extension de ces deux propriétés. Alors, on va voir qu'est-ce que se passe dans quelques exemples bien particuliers. Si on prend l'exemple le plus simple, c'est de Z. Si je prends Z comme Z module, M égale à Z comme Z module, alors M elle est notérien, donc elle est endonotérien, elle vérifie toutes les autres propriétés. Alors là, si je prends le cas de Z, Z elle est hopfien généralisé, elle est d'Edkin fini. Alors une fois qu'on arrive ici, on peut penser qu'est-ce que se passe à gauche. Alors on vérifie facilement que Z elle est faiblement coefficient, mais Z n'est pas coefficient. Une fois que je trouve que Z n'est pas coefficient, alors automatiquement, elle n'est pas fortement coefficient, il n'est pas endo-artinien, il n'est pas artinien. Ça, c'est juste comme exemple. Voilà. Même aussi, on vérifie que Z ne vérifie pas GC2, donc il ne peut pas être, ne vérifie pas C2 et il ne peut pas être endo-régulier. Un autre exemple qui se trouve presque dans toute la littérature, c'est le cas du groupe de profères ZP infini. C'est le dual de Z, qui est un module qui est artinien, donc il est endonotérien, fortement coefficient, il est coefficient, etc. Il est d'Edkin fini. Et si je passe de l'autre côté, je trouve qu'il est ni hopfien généralisé, ni SH, ni SSCH, etc. Non, c'est pas ici, pardon, excusez-moi. Oui, le Z module, ZP infini. Donc, on retrouve que M, elle est artinien, donc elle est endonotérien, jusqu'à d'Edkin fini. Lorsque je passe, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? On retrouve qu'il est hopfien généralisé, mais elle n'est pas faiblement hopfien, ni semi-hopfien, etc. Alors M, elle vérifie GD2, mais c'est un exemple de module qui vérifie la condition GD2 et ne vérifie pas D2, donc il n'est pas endo-régulier et ne peut pas être endo-unit régulier.
Alors ici, je vais prendre juste des exemples pour voir que les implications du schéma de tout à l'heure, elles ne sont pas réversibles. Si on prend le Z module Q, il est fortement fitting, donc il est endo-arténien, il est endonétérien. Donc il vérifie toutes les propriétés qui sont au-dessous de ces deux notions, mais il n'est pas nothérien, il n'est pas arténien. Je peux prendre le cas de M égale le produit lorsque P décrit l'ensemble des nombres premiers de Z sur PZ. Elle est morphique, elle est fitting, mais elle n'est ni endonétérien ni endo-arténien. Là aussi, si je prends une suite infinie ou bien infinie de nombres premiers, alors si je note Mn, c'est Z sur Pn à la puissance n de Z, et je prends le Z module M, c'est la somme directe sur n de Mn. Alors cet exemple-là, il est ophien, cophien, mais M n'est ni fortement ophien, ni fortement cophien, ce qui implique que les implications du schéma de tout à l'heure, elles sont irréversibles. Un autre exemple qu'on connaît, c'est le cas de cas espace vectoriel de dimension infinie. Alors celui-là, c'est facile de vérifier qu'il est endorégulier, donc il vérifie C2 et D2, vérifie C2 et D2, donc il vérifie GC2 et il vérifie GD2, mais il est aussi SSH, SSCH, mais il n'est pas d'éthique infinie. Une fois qu'on trouve qu'il n'est pas d'éthique infinie, il ne vérifie qu'une des propriétés qui sont issues de d'éthique infinie à gauche et à droite. Bien. Ici, si je prends le cas de Z modèle M, c'est la somme directe de Z sur Pn de Z, alors c'est un exemple d'un modèle qui est d'éthique infinie, mais elle n'est ni semi-ophien, ni semi-ophien, ni ophien généralisé, ni SSH, ni SSCH, ni ophien, ni cophien. Donc, pratiquement, elle ne vérifie, à part d'éthique infinie et semi-ophien, semi-cophien, aucune autre propriété. Bien. Alors, la plupart des résultats de la notion de ophicité dans les différentes classes que j'ai exposées tout à l'heure sont inspirés des résultats qu'on a dans les modules notariens et les modules arténiens. Par exemple, l'hérédité qui est vraie pour les notariens et les arténiens par passage au sous-modèle et au modèle quotient. L'analogue du théorème de Hilbert, c'est-à-dire si A est notarien, A de X est notarien. L'analogue du théorème de Hopkins-Levitsky, c'est-à-dire si A est arténien, automatiquement que A est notarien. Alors, concernant la ophicité et ses généralités, c'est-à-dire la deuxième partie du schéma de tout à l'heure, il y a dans la littérature plusieurs surveils. Par exemple, vous pouvez consulter le surveil de Varadarajan de 2000. Alors, ici, il résume tous les résultats qui ont apparu à partir de 1990 jusqu'à 2000. Et vous pouvez aussi consulter un surveil de Briaz, Calu, Gariano et Schulz, module with d'éthique infinie. Alors là, ici, on trouve une surveille de tous les résultats, c'est-à-dire de la partie supérieure de schéma que j'ai introduit tout à l'heure. Alors moi, je vais m'intéresser à la partie inférieure qui est récente et elle n'est pas indiquée dans la littérature de façon suffisante. Alors je commence par la ophicité et l'hérédité par passage au sous-module et au module quotient. Malheureusement, on n'a pas ces passages. Le résultat le plus important qu'on a, c'est le cas c'est-à-dire si N est un module, si M est un module quelconque et N un sous-module quelconque de M, alors si N et M sur N sont SSH, respectivement SSCH, alors N, elle est SSH et SSCH. Donc, dans ce sens-là, dans ce cas particulier de ces deux variétés, on a cette implication qui est l'analogue de ce qu'on a pour les arténiens et l'antériens. Mais, l'autre sens, CM et SSH impliquent N et SSH, mais n'est pas forcément SSCH.
CM et SSCH, le quotient de M sur N est SSCH, mais elle n'est pas forcément SSH, comme le montre l'exemple suivant de Q qui est fortement fitting donc il est SSH et SSCH, mais le sous-module Z de Q n'est pas SSCH. Le module quotient Q sur Z, qui est la somme directe du groupe de Pfeffer, n'est pas SSCH. Voilà, donc le résultat d'hérédité qu'on a pour les arténiens et pour les deutériens ne passe pas dans la plupart des variétés de la horficité. Alors là, on se demande, caractériser les classes des modules. Donc, le résultat que je viens de montrer tout à l'heure pour le cas SSH et SSCH, est-ce que ce résultat est vrai pour les modules endoneutériens et endo-arténiens? C'est-à-dire, caractériser les classes des modules fortement ophiens, tels que pour tout ce modèle, il est fortement ophien, et la classe du module fortement cophien, tel que le module quotient, c'est-à-dire le module quotient est fortement cophien. Alors là, c'est une question qu'il a commencé Hmeimo en 2010. Il a montré que pour les classes des modules quasi-injectifs, si M est fortement ophien, alors automatiquement N est fortement ophien. Et si M est quasi-projectif, M est fortement cophien, alors M sur N est fortement cophien. Donc ça reste à voir dans des classes plus générales que quasi-injectives. Par exemple, on peut vérifier ça, ça reste à vérifier pour les modules semi-injectifs et semi-projectifs, une classe plus large qui est les pseudo-semi-projectifs et pseudo-semi-injectifs. Et si ça marche pour ces deux classes-là, on peut espérer, est-ce que ça marche pour les classes des modules C2 et D2? Car C2 contient toutes les variétés des injectifs, injectifs, quasi-injectifs, pseudo-semi-injectifs, tout ça. Et D2 contient toutes les variétés des projectifs, projectifs, quasi-projectifs, semi-projectifs, pseudo-semi-projectifs, etc. Donc ça, c'est une question qui est réalisable. Donc en général, et si ça marche pour les fortement ophiens, on peut se demander ça pour les modules endoneutériens et pour toutes les autres classes. C'est-à-dire caractériser, donner des classes, des modules, tels que le passage au sous-module, elle est héréditaire. Caractériser des classes, donner des classes, des modules, tels que le passage au quotient, elle est héréditaire aussi. Bien. Donc, puisque ça ne marche pas pour n'importe quel sous-module, on peut voir qu'est-ce que se passe dans des cas particuliers de ce module bien particulier. Le premier cas, on peut traiter le cas des facteurs directs. Alors là, dans chaque classe, il y a un résultat. Par exemple, c'est tout facteur direct d'un module Dedekind fini. Tout facteur direct d'un module Dedekind fini, elle est Dedekind fini. La même chose se passe pour les morphiques, les ophiens, les coophiens, les ophiens généralisés, les faiblomocophliens, etc. Et voilà, ça c'est pour les facteurs directs. Alors, ce résultat qui est vrai pour les facteurs directs, on peut déduire le résultat suivant. C'est-à-dire, si M est la somme directe de ME et les Dedekind fini, alors chaque MI est Dedekind fini. Alors, chaque MI est Dedekind fini. Alors, la même chose se passe pour les morphiques, les ophiens, les coophiens, les ophiens généralisés, faiblomocophliens, fortement ophiens, etc., fortement coophiens, endoneutériens. Le résultat il est aussi vrai pour les endoneutériens, pour les endo-arténiens. Donc, un autre exemple qu'on peut voir, c'est les sous-modules totalement invariants et leur quotient. Totalement invariant, un sous-module N de M et D totalement invariant, CF de N est inclus dans N pour tout endomorphisme F. Alors là aussi, on a des résultats. Si N est un sous-module totalement invariant de M, si N et M sur N sont Dedekind fini, alors M est Dedekind fini. La même chose se passe pour les ophiens, les coophiens, les ophiens généralisés, les fortement ophiens, les fortement coophiens. Alors, pour le cas des endoneutériens et des endo-arténiens,
le problème est encore ouvert. C'est-à-dire si n et m sur n sont endonotériens, est-ce que m est endonotérien? Même chose, si n et m sur n sont endoarténiens, est-ce que m est endoarténien? Ça, c'est un problème qui est encore ouvert. Alors, le problème ici qui passe pour toutes ces classes ne marche pas pour les modules morphiques. Alors là, dans cet exemple-là, si je prends Z, le module, le produit pour les nombres premiers P de Z sur PZ. Alors on vérifie facilement que Z est morphique et de fitting. Et elle n'est ni endoarténien ni endonotérien. Alors puisqu'il est morphique, automatiquement il est ophien et il est cophien en suivant les flèches du diagramme que j'ai donné tout à l'heure, et il vérifie aussi d'autres propriétés, faiblement cophien, faiblement ophien, fortement, faiblement, c'est-à-dire ophien généralisé, co-ophien généralisé, etc. Alors ici, si je prends T de M, c'est-à-dire l'ensemble, la partie de torsion de M, alors il n'est pas facteur direct de M, mais c'est un sous-module totalement invariant de M. Alors là, on vérifie que T de M est morphique, est fitting, il n'est pas endonotérien, n'est pas endoarténien, donc M n'est pas ophien, puisque M est morphique, il est ophien et il est cophien, il vérifie les autres propriétés. Alors M sur T de M n'est pas Dedekind infini. Donc M, il est Dedekind infini. M, il est Dedekind infini, mais M sur T de M, même s'il est un sous-module totalement invariant, n'est pas Dedekind infini. Donc le passage au quotient n'est pas vrai, même pour les modules totalement invariants. Puisqu'il n'est pas Dedekind infini, M sur T de M n'est pas morphique, ne peut pas être morphique, ne peut pas être ophien, ne peut pas être cophien, etc., etc. Bien. Alors, dans cet exemple-là de tout à l'heure, si on prend M, c'est le même exemple de tout à l'heure, et P, c'est l'ensemble de G qui appartiennent à M, tel qu'il existe un N, tel que N fois G appartient au sous-groupe engendré par A. Et A, c'est quoi? C'est l'élément de M qui a 1 sur tous les composantes. Et si on prend H, ce résultat, cet exemple-là, il est très récent, il a été exposé par Galugariano en 2018. Alors, si on prend H, c'est Q plus P, alors on vérifie que le T de H, la partie de tension de H, et H quotienté par la partie de tension sont endonités réguliers, donc elles sont morphiques. Mais H n'est pas morphique. Donc voilà, le résultat qui passe pour la plupart des variantes ne passe ni pour les modules morphiques, ni pour les modules endonités réguliers. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure, puisque T de H et H sur D de H sont ophiens, co-ophiens, etc., alors, etc., coefficient, dites qui finit, vérifie. Alors, H, d'après les résultats que je donnais tout à l'heure, il est ophien, coefficient, tout ça. Donc, voilà un exemple de H qui est ophien et coefficient et il n'est pas morphique. Maintenant, je passe à l'autre paragraphe qui est la ophicité et l'anneau d'endomorphisme. Bien. Alors ici, si je prends un résultat qui a été démontré par plusieurs, qui est apparu dans plusieurs articles, c'est celui, si M est un module de fitting, ça équivaut que l'anneau d'endomorphisme est fortement P régulier. C'est-à-dire, les modules de fitting sont caractérisés par la structure de l'anneau des endomorphismes. Alors, lorsqu'il a introduit les modules fortement fitting, Heidi, il a montré une implication que S est semi-parfait et son radical de Jacobson est un nil idéal. Alors, c'est encore ouvert, est-ce qu'on a la réciproque, ou bien que cette hypothèse elle est très vague, on peut la réduire un peu pour qu'on puisse caractériser les modules fortement fitting en fonction
de la structure, c'est-à-dire donner une structure convenable de S pour qu'on a la réciproque. Bien, le résultat, il est encore ouvert, mais dans certains cas particuliers, on a des résultats encourageants. Par exemple, si M est semi-injectif, c'est-à-dire tout morphisme G de F de M vers M s'étend à un endomorphisme de M, pour toute F appartienne à S. Alors, dans cette classe de modules, M est endonotérien, si et seulement si S est parfait à droite. Et dans la classe des modules semi-projectifs, c'est-à-dire pour tout endomorphisme F appartient à S non nul, et pour tout G défini de M, pour tout morphisme F de morphisme G de M sur F de M, il existe un H appartient à A, tel que F rond H est égal à G. Alors on a dans cette catégorie de cette classe de modules, M est endo-artinien, si et seulement si S est parfait à gauche. Donc si je regroupe les deux classes, c'est-à-dire on déduit que si M est semi-projectif et semi-injectif, alors on peut, pour cette classe-là, on peut caractériser les modules fortement fitting en fonction de l'anneau d'endomorphisme. C'est exactement les anneaux parfaits à gauche et à droite. Alors ici, si je fais élargir un peu cette classe des modules semi-injectifs et semi-projectifs, et de voir qu'est-ce que se passe, on retrouve un sens, mais l'autre sens, il est encore ouvert. C'est-à-dire, si je prends la classe des modules pseudo-semi-injectifs. Pseudo-semi-injectif, c'est-à-dire, c'est la même définition de semi-injectif, en ajoutant ici juste, en se basant juste sur le monomorphisme. Et pseudo-semi-projectif, c'est la même définition de tout à l'heure de semi-projectif, mais en travaillant juste pour les hypomorphismes. Donc, pour ces deux classes, si M est endonotérien, alors S est parfait à gauche. Mais on a, je ne dis pas qu'on n'a pas l'autre sens, mais on n'a pas démontré l'autre sens et on n'a pas de contre-exemple que c'est faux. Même chose, ici, si M est endo-artinien, alors S est parfait à gauche. Donc si on regroupe les deux conditions, si M est pseudo-semi-injectif et pseudo-semi-projectif, alors M est fortement fitting, implique que S est parfait à gauche et à droite. Est-ce qu'on a aussi dans cette classe l'autre sens? Si ça marche, on peut espérer généraliser ce résultat pour d'autres classes de modules. Donc des questions ici, que peut-on dire de la réciproque de l'implication de tout à l'heure? Peut-on caractériser d'autres, au lieu des endon-arténiens et des endonotériens? Est-ce que ça marche pour d'autres classes de la opficité? Donner des classes bien particulières de modules dont la opficité est caractérisée par leurs anneaux d'endomorphisme. Alors là, on a des résultats qui sont encourageants. Hmeimon, en 2010, il a montré que pour la classe des modules endo-réguliers, alors M est fortement orphien, si et seulement si il est fortement coefficient, si et seulement si S est fortement pérégulier. Donc ici, les modules fortement orphiens et les modules fortement coefficients sont caractérisés par leurs anneaux d'endomorphisme. Alors ici, une question qui se pose, qu'est-ce que se passe si M est un modèle endo-régulier pour les modules endonotériens et endo-arténiens? Ça, c'est une question aussi que ça mérite d'être étudiée. Alors là, si on veut enlever un peu la barre, on peut utiliser ce résultat qui a été démontré par les Rizvi et Roman et ensuite par Hay, Kozan et Kim. Ils ont caractérisé les modules endo-réguliers. Ce sont exactement les modules qui vérifient C2, D2, plus cette condition que l'image de F est isomorphe à un facteur direct de M pour toute F appartienne à S. Alors là, on peut se demander, la question qui est un peu plus large, si M vérifie juste ces deux propriétés, quelle est la nature de S? Pour les modules, on commence par les fortement orphiens, fortement coefficients, et ensuite pour les endonotériens et les endo-arténiens.
Alors là, il y a cette question, c'est-à-dire il y a des signes que ça peut passer. Par exemple, si on considère une classe qui est plus grande que celle de C2, qui est GC2, et si je considère la classe qui est plus grande que D2, qui est GD2, alors pour les classes du module GC2, M est dit qu'infini, si et seulement si M est faiblement coefficient, si et seulement si M est coefficient. Et si M vérifie la condition GD2, alors M est dit qu'infini, si et seulement si M est Hopfien généralisé, si et seulement si M est Hopfien. Si on regroupe les deux, c'est-à-dire on déduit que si M vérifie à la fois GC2 et GD2, alors les modules Hopfiens et les modules Hopfiens généralisés sont caractérisés par le fait que S est Dedekind fini. Même chose, ça équivaut aussi que si le cas de M coefficient et le cas de M faiblement coefficient. Donc ici, GC2 et GD2, ce sont des classes plus larges que C2 et D2, et on a des résultats, ce résultat qui est encourageant pour traiter la question précédente. Alors, maintenant, je passe à la troisième propriété, c'est la propriété de Hilbert. Alors ici, le résultat le plus récent dans ce contexte, c'est il est dû à Lincoln, Jinwang et Yeming en 2016. Donc là, vraiment, il a donné un résultat qui généralise tous les précédents. Alors, il a introduit la notion de si A est un anneau associatif quelconque, alpha un endomorphisme et delta une alpha dérivation. Alors, si A est alpha compatible, c'est-à-dire si A fois B égale à 0 entraîne A alpha B est égal à 0. Et si A est delta compatible, si vous avez A fois B égale à 0 entraîne que A delta B est égal à 0, alors ici, même non seulement pour A de X, pour si A de X alpha delta, c'est-à-dire l'extension d'or de A relativement à alpha et delta qui vérifie ces conditions, s'il est réversible, c'est le cas, s'il est commutatif, réversible, c'est-à-dire si le produit de deux éléments de A de X alpha sigma égale à 0 entraîne PQ égale à 0 entraîne que Q fois P égale à 0. Et ceci pour toutes P et Q appartenant à A de X alpha delta. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces conditions-là? A est fortement Hopfien, si et seulement si A de X alpha delta est fortement Hopfien. C'est une généralisation des résultats de Qaïdi, Maimon et Esperanza de 2007, de Yan et Liu de 2010, et de Hizim en 2010, et de quelques corollaires qui sont donnés par Lincoln, Jiang et Yeming. Alors, les hypothèses qui sont introduites dans cette définition sont vérifiées si A est commutatif. Donc, si A est commutatif, A est fortement Hopfien si et seulement si A de X est fortement Hopfien. Ce résultat il a été démontré par Hmeimon et Qaïdi et Esperanza, et ensuite par Yan et Liu. Si A est fortement Hopfien, alors A de X, X moins 1 est fortement Hopfien. Ici, une remarque, un résultat qui a été démontré par Hazim. A de X, si A est fortement Hopfien, alors A de X, l'anneau de série formel, n'est pas en général fortement Hopfien. Alors je passe à l'extension matricielle. Alors ici, je vais introduire ces deux matrices. S de AN, c'est la matrice qui a toujours la diagonale et les constantes, et à l'extérieur de la diagonale, il y a des coefficients quelconques appartenant à A, et ici, il y a deux zéros. Et si je prends T de AN, c'est la matrice qui a tous les diagonaux sont constantes. Alors, ces deux matrices-là, il intervient dans beaucoup de contre-exemples et des exemples. Alors, Yan et Liu en 2010, et aussi dans l'article précédent de Lincoln, Jiang et Liming, on retrouve que si A est fortement Hopfien, alors équivaut que T de A2 qui est égal à S de A2 est fortement Hopfien. Et ça, c'est équivaut T de AN qui est isomorphe, donc en liaison avec l'anneau des polynômes, qui est isomorphe à A de X à la puissance N, est fortement Hopfien à droite.
Et ça, c'est équivaut que S de AN est fortement ophian à droite, et ça équivaut que l'anneau des matrices triangulaires supérieures est fortement ophian à droite. Alors, les résultats, un résultat parallèle à ces résultats pour les endonothériens et les endonothériens, bien sûr, les endonothériens, n'est pas encore réalisé. Dernier paragraphe, c'est la propriété de Hopkins-Levitsky. Donc, le théorème de Hopkins-Levitsky, il montre que si A est artinien, alors elle est nothérien. Si l'anneau A est artinien, il est nothérien. Alors, ce résultat, il a été généralisé par Varadarajan pour les coefficients. Si un anneau A est coefficient, alors automatiquement, il est ophien. Même chose, ce résultat, il a été généralisé par Qaidi, Hmaïmo et Sanchez. Si A est fortement coefficient, alors automatiquement A est fortement ophien. Donc ces deux résultats généralisent le théorème de Hopkins-Levitsky. Alors le problème des endoarténiens, il est encore ouvert. C'est-à-dire, il sera intéressant de montrer si A est endoarténien entraîne que A est endonothérien. Et merci pour votre attention. Comme tous les ces résultats entre les classes, parce qu'en parlant des classes, on peut penser, est-ce que c'est dans ces classes, y a-t-il des catégories? Et après, on passe par les fonctorisations de ces résultats. C'est une chose qui passe dans ma tête. Oui. Peut-être, je suis en train de réfléchir. Ça ne passe pas dans votre tête seul. C'est un grand chantier qui est ouvert actuellement par M. Qaidi Hamid. Il est en train de travailler exactement. Voilà, donc même moi, je suis... Toutes ces notions-là, il essaie de les présenter de façon fonctorielle. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, les choses, il y a des résultats encourageants. J'en ai quelques-unes et vous pouvez contacter directement. Voilà, donc c'était ça ma question par rapport à ce que vous avez donc présenté. Oui. Entre les deux catégories, par des foncteurs. Mais ce n'est pas évident. Mais c'est pas évident. C'est très difficile. Parce que j'ai pensé à ça. Oui. Voilà ma question. Alors là, je vous conseille de contacter